Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, eh bien, c'est le graphique du CAC 40 de la bourse parisienne. Et donc, si vous voulez, on est rentré dans un extraordinaire marché haussier juste après la crise de 2008. Et donc, évidemment, dans ce grand marché haussier, dès qu'il y a un creux majeur, il faut acheter. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, on est quasiment en haut du canal. Donc, normalement, vu de loin, on n'est pas à un moment où il faut acheter. Alors on regarde ça avec un peu plus près, avec les moyennes mobiles que nous aimons bien chez Hibou. Et comme vous le voyez, eh bien, on a commencé à baisser à partir d'avril de cette année. Bon, bah, c'est la crise bancaire américaine. On fait une espèce de consolidation. Et dans le cadre de cette consolidation, eh bien, la moyenne à 20 bourses qui est en bleu a coupé la moyenne à 100 bourses qui est en rouge. Voilà. Alors, c'est un petit signal de vente, c'est pas un signal franchement négatif, parce que ce qu'on aime chez Hibou, si vous voulez, c'est que et la 20 bourse qui est en bleu et la 50 bourse qui est en vert coupent à la hausse ou à la baisse la 100 bourse pour avoir vraiment un signal haussier ou baissier. Donc là, on l'a pas complètement. Donc voilà, mais c'est pas non plus un signal d'achat. Bon, alors si on regarde les droits de régression, vous savez que chez Hibou, sur le site Hibou, vous avez les droits de régression d'à peu près 100 000 sociétés et indices dans le monde. Et c'est très intéressant parce que ça permet de voir exactement où on en est en termes de valorisation. Et puis vous savez, ça reprend toute la physique statistique des systèmes complexes, et la bourse est un système complexe. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une loi dans ces systèmes complexes, c'est qu'à peu près 75% du temps, eh bien, la bourse se situe, ou les occurrences se situent entre -1 et +1 écart type. Et vous voyez que là, on est exactement dans cette épure générale, donc on est une situation normale, qui est pas très surévaluée, mais on est tout de même quasiment un écart type, donc on est tout de même en haut. Donc ça veut dire qu'il faut pas vendre, mais ça veut dire qu'on n'est plus du tout à un moment où il faut acheter. Voilà, de manière générale, je parle de l'indice bien sûr. Et on va confirmer ça avec l'indice directeur qui est la bourse américaine, le Standard & Poor's 500. Vous voyez qu'on retrouve cet extraordinaire marché haussier qui a commencé, qui est là depuis 2009, et on est à peu près au milieu, un petit peu au-dessus du milieu de ce grand marché haussier. Et si on regarde en termes de moyenne mobile à plus court terme, donc c'est vrai qu'on est un peu moins haut dans le canal haussier que le CAC, et en termes de moyenne mobile, ben vous voyez que là, au contraire, on est vraiment dans un schéma haussier, parce que la moyenne bleue est au-dessus de la moyenne verte, qui est au-dessus de la moyenne rouge. Donc les moyennes courtes sont très bien étalées, étagées, et donc évidemment il fallait acheter quand c'est coupé. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas du tout le même schéma que nous en Europe, alors que la crise bancaire elle a eu lieu aux États-Unis. Vraiment, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et en termes de droite de régression, alors vous voyez qu'on est un peu plus haut en termes de valorisation que le CAC 40. C'est probablement dû au fait qu'il y a des sociétés type Alphabet, etc., sur la bourse américaine, qu'il n'y a pas sur la bourse française. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas encore à un moment où il faut vendre, mais là aussi on n'est plus à un moment où il faut acheter. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour un investisseur. Donc on va regarder un autre grand marché, je n'ose pas dire occidental, mais un pays très développé qui est le Japon. Alors vous voyez, on est quasiment à 2 écarts types, donc on n'est plus à un moment où il faut acheter, mais même à un moment où il faut vendre. Alors évidemment, on parle de l'indice, on ne parle pas de titre par titre, parce que vous savez que Warren Buffett a fait des achats récemment au Japon, et de la même manière en Europe, on a simultanément des sociétés surévaluées et des sociétés sous-évaluées. Donc au cas par cas, et vous trouverez ça sur le site Hibou, les titres qu'on peut acheter, les titres qu'il faut vendre. Mais si on parle de la bourse en général, on n'est plus à un moment où il faut acheter non plus au Japon, au même moment où il faut vendre. Bon, alors où est-ce qu'on peut faire ces emplettes aujourd'hui? Eh bien, c'est dans les marchés émergents. Voilà. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que autant les marchés des pays développés, ils ont eu ce grand train de dossiers depuis la crise de 2009, eh ben c'est le contraire pour les pays émergents. Vous voyez, on a fait vraiment le sommet en 2008, et depuis, alors on regarde ça en termes de valorisation, et depuis, eh ben on consolide, et on est passé de 2 écarts types au-dessus de la droite de régression, et aujourd'hui on est en dessous d'un écart type en dessous de la droite de régression, donc normalement on est à un moment d'acheter. Et c'est intéressant parce que si vous écoutiez les commentaires des gens avertis, des professionnels de la profession,
en 2007, en 2008, en 2009, les gens vous disaient, écoutez, il n'y a que les émergents parce que c'est là qu'est la croissance. Vous voyez, il ne faut pas toujours se laisser guider par la macroéconomie. La bourse, c'est un système complexe, et donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Et c'est pas toujours une bonne idée d'avoir des idées intelligentes mais simples pour aborder un système complexe. Bon, en tout cas, ce qui apparaît, c'est que c'est peut-être intéressant de regarder les pays émergents. Et quand on dit ça chez Hibou, nous, ce qu'on aime dans les pays émergents, c'est l'Asie. Parce que, évidemment, c'est là où il y a la puissance industrielle, c'est des pays qui sont bien gérés. Et donc, si on regarde le taux de croissance de ces pays en Asie, eh bien, vous avez ici le taux de croissance 2020, 2022, 2023. C'est un graphique qui a été fait par l'Union Overseas Bank, une grande banque de Singapour. Et vous voyez que presque tous les éléments sont favorables. C'est une zone où il y a de la croissance. Regardez 2023, on attend plus 5,6% en Chine, plus 6% au Vietnam, plus 3% en Thaïlande, plus 4% en Malaisie, plus 5%, enfin 4,9% en Indonésie. Alors, on ne trouve pas ça en Europe, évidemment. Et si on regarde le potentiel de l'Asie, non pas à 1 an, mais à moyen terme, toujours au graphique de United Overseas Bank, population va croître, on va passer de 667 millions pour l'Asie du Sud-Est à 726 millions d'habitants, c'est plus que l'Europe. Pour le produit intérieur brut, on va doubler de 2020 à 2030, on va passer de 3 à 6 trilliards de dollars. Le commerce, lui, va fortement progresser, on va passer de 2,8 à 4,5 trilliards de dollars. Alors oui, c'est pas essentiellement le commerce intercontinental, même s'il va croître, mais c'est surtout le commerce au sein de la zone qui va croître. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de commerce au sein de la zone. Voilà. Et puis FDI, c'est-à-dire Foreign Direct Investments, les investissements étrangers faits dans la région, ils vont exploser. Ils sont attendus en passant de 137 à 300 milliards de dollars. Voilà. Donc tout ça est vraiment très favorable. Et si on regarde maintenant la résilience de la région, et c'est également des graphiques de l'UOB, parce que si vous voulez, forcément ce qui a beaucoup frappé dans cette région, c'est qu'il y a eu une énorme crise que les gens n'attendaient pas, alors que la plupart des gens n'attendaient pas à la fin des années 90, 1997, 98, voilà, et qu'il y a vraiment un moment où la région s'est effondrée, alors que c'était la région d'avenir. Pourquoi? Parce que c'était très bien sur le plan de l'exploitation, c'était pas bien sur le plan bilanciel. D'ailleurs, vous savez, quand on étudie quand on investissement, les gens ont tendance à regarder souvent l'élément bilanciel, l'élément d'exploitation, quelle est la croissance top line, la croissance bottom line, voilà, tout ça. Et on oublie toujours un peu de regarder le bilan. C'est exactement ce qui s'est passé sur Orpea. C'était très bien sur le compte d'exploitation, le bilan n'était pas solide. Bon. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, il y a eu un problème bilanciel, la région s'est vraiment effondrée. Bon. Et donc, ce que nous dit UOB, c'est que voilà, les conditions sont plus les mêmes aujourd'hui. Si on regarde les réserves en monnaie étrangère, en devises étrangères de ces pays, vous voyez, elles sont là en milliards de dollars. Voilà, ça n'a juste rien à voir avec ce que c'était en 1990, au moment de la crise. Si vous prenez par exemple la Malaisie, comme vous voyez sur le graphique, il y avait 26 milliards de dollars de réserves de change. Aujourd'hui, ils ont 116 milliards. C'est vraiment très très différent. Et si vous regardez la balance courante, là aussi elle s'est améliorée. Vous voyez, en pourcentage du produit intérieur brut, c'était moins 5,5% en 1997, donc au moment du déclenchement de la crise. En Malaisie, c'est plus 2,6% aujourd'hui. C'est des changements radicaux. Ça veut dire que concrètement, c'est une zone qui dépend beaucoup moins de l'extérieur et qui est beaucoup plus musclée vis-à-vis de ses relations extérieures. Et si on regarde plutôt à l'intérieur, lower debt to equity ratio, il y a beaucoup moins de dettes. Voilà. Si on prend par exemple la Thaïlande, on est passé de 242% de l'equity en dette à 102%. Et l'Indonésie, c'est frappant l'Indonésie, parce que c'est un pays qui est moins développé, on est passé de 145% en l'an 2000 à 43%, dans l'an 2000 c'est la sortie de la crise, à 43% aujourd'hui. Voilà, donc tout ça est vraiment favorable pour cette région, et donc on la regarde dans les pays émergents, c'est ce qui nous paraît le plus porteur.
Et donc, ce qui est intéressant dans cette région, qu'est-ce qui nous intéresse chez Ibu? Bon, on peut la regarder région par région, mais il y a un pays qui est vraiment intéressant, c'est Singapour. Parce que Singapour est à l'Asie du Sud-Est, ce que la Suisse est à l'Europe. Voilà. Enfin, ce que la Suisse a été à l'Europe pendant tout le XXe siècle. Donc, si vous voulez, Singapour va bénéficier, hein, c'est une dérivée de la croissance du reste de l'Asie. Ah, ça, c'est vraiment très intéressant. Et si on regarde la bourse de Singapour, eh ben, vous voyez que là, on vous a mis le graphique depuis 10 ans. Ben, ça fait 10 ans que ça baisse. Hein. Vous parlez de la fameuse consolidation des pays émergents. Eh ben, on a une consolidation des bourses dans ce pays. Et non seulement on est dans le cadre de cette consolidation baissière, mais en plus, on est en dessous d'un écart type, en dessous de la droite de régression. Voilà, donc c'est vraiment un moment favorable pour investir. Et ce qu'on aime bien à Singapour, c'est le secteur bancaire. Voilà, parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à Singapour. Il y a le trade avec, il y a trois choses. Il y a le trade, c'est un grand port. Il y a l'industrie électronique, enfin, c'était plus vrai hier qu'aujourd'hui. Et il y a le secteur bancaire, parce que ça devient la Suisse du monde, de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et alors moi, j'avais un associé chez Rovia Associés qui disait toujours, quand on achète dans un pays, il faut aller acheter le génie de ce pays. Voilà. Donc, si vous voulez investir en Suisse, c'est bien d'aller acheter des banques suisses. Si vous voulez investir en Allemagne, c'est bien d'aller acheter l'automobile, etc., etc. Et donc, l'un des génies, l'une des forces, l'un des talents de Singapour, c'est le secteur bancaire, la gestion de fortune, etc. Bon, alors il y a trois grandes banques, si vous voulez, à Singapour qui dominent le marché, DBS, OCBC et UOB. Et c'est intéressant parce que il y a eu une consolidation du secteur en 2004, donc en fin de sortie de crise asiatique, il y avait 6 banques, il n'y en a plus que 3. Alors c'est un marché vraiment consolidé. Et il faut savoir que les banques, ces 3 banques font partie des 50 plus grandes banques d'Asie-Pacifique en termes d'actifs. Voilà. Et selon Standard & Poor's, elles sont en situation de quasi-monopole sur l'activité de détail. Voilà, elles dominent l'activité de détail à Singapour. Et il faut savoir que le secteur bancaire singapourien est jugé par tous les experts, etc., comme l'un des plus solides et les plus résilients au monde. Voilà, donc tout ça est extrêmement favorable. Et nous, ce qu'on aime bien au sein de ce secteur bancaire, c'est United Overseas Bank, UOB. Vous avez mis ici le graphique de l'UOB, les beaux graphiques haussiers depuis 1996, et vous voyez qu'on est un petit peu en dessous de la droite de régression. Donc on n'est pas franchement sous-évalué, c'est pas la value du marché singapourien, mais on est à un moment où on peut acheter, parce que si on regarde la droite de régression, si vous avez une pente, vous voyez, l'intéressant sur Citibus, si vous avez les pentes de la droite de régression, on a une pente de 7,9%, et comme on est un petit peu en dessous, ben, si on monte sur la droite de régression en 5 ans, on va avoir une croissance de 9,7%, allez, quasiment 10%. Voilà, et on est à moins 0,41 écart type. Voilà, c'est une espèce d'achat GARP, même pas GARP, enfin c'est un achat bon père de famille, voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder d'un peu plus près. Et pourquoi est-ce que nous on aime bien United Overseas Bank? C'est parce que regardez ici la part de marché, eh bien ils ont 21% de part de marché sur les dépôts, 24% sur les crédits. Voilà, vraiment ils ont une part de marché très importante. Donc c'est pas du tout un acteur secondaire. Si on regarde la notation des grandes agences de notation, c'est une notation très très haute. Vous avez par Moody's, Standard & Poor's un double A, alors double A1 ou double A- pour l'émission d'obligations avec des projections en outlook stable. Et en termes de short-term rating, vous avez également des très bonnes notes. Donc voilà, c'est une banque qui est très bien notée. Et si on regarde les chiffres clés de la banque, voilà, on est allé toujours. Tous les slides qu'on a pris, c'est dans la dernière présentation de UOB aux investisseurs. Donc c'est extrêmement bien documenté, extrêmement bien fait, et donc ça permet d'aller assez vite. Et donc vous voyez, c'est les chiffres clés. Eh bien, on vous a mis loan to deposit, c'est-à-dire la part des crédits représente que 83% des dépôts. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance au marché interbancaire, voilà, c'est intéressant. Enfin, ils peuvent ne pas avoir de dépendance au marché interbancaire. Si on regarde le Common Equity Tier 1 Ratio, c'est-à-dire le ratio de solvabilité, on est à 14%, très très bon ratio. Voilà. 14% c'est très fort. Si on regarde le Return on Equity, on est quasiment à 15%, 14,9%. Très rentable, hein. Il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde, de grandes sociétés résilientes et solides, qui ont quasiment 15% de retour sur fonds propres. C'est vraiment très très rare.
Si vous regardez la marge d'intérêt, c'est 2,14%. Voilà, c'est pas du tout excessif. On vous l'a mise parce que on a pu se dire oui, mais voilà, on est à un moment où les marges sont très élevées, donc c'est normal quand on est en equity sont très élevées. Ben non, les marges d'intérêt sont que de un tout petit peu plus de 2%. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est bien concurrentiel tout de même. Voilà, Et le cost income ratio, c'est 41%, 40,9%. Ça veut dire, si vous voulez, que c'est extrêmement bien géré. Voilà. Alors, si je regarde voilà, l'empreinte géographique de United Overseas Bank, c'est-à-dire où est-ce qu'ils ont des filiales, eh ben, vous voyez, ils ont des filiales dans toute l'Asie du Sud-Est. Alors, ils sont même en Birmanie avec 2 filiales. Bon, en Thaïlande, 153, pardon, filiales, agences, voilà. 153 agences en Thaïlande, 49 en Malaisie, 73 à Singapour. C'est beaucoup pour Singapour, parce que Singapour c'est tout petit pour ceux qui connaissent ce pays. Indonésie, 176. Et vous voyez qu'ils sont également en Chine, qui commencent à pénétrer le Vietnam, et ils sont marginalement aux Philippines. Voilà. Mais c'est vraiment, ça permet de jouer pas que Singapour. C'est ça qui est intéressant. Ça permet aussi de jouer l'Asie du Sud-Est. C'est ça qui nous intéresse beaucoup chez Ibu, c'est de jouer l'Asie du Sud-Est de manière sûre. Et alors, si on regarde l'encours de crédit en pourcentage pour UOB, on vous l'a mis ici, c'est un graphique Ibu pour cette fois. Donc, vous voyez, il y a 49% qui est à Singapour. Et vous voyez ensuite qu'il y a la Chine, la grande Chine, la Chine continentale, quasiment 15%. Puis la Malaisie et la Thaïlande comptent. Et puis les autres pays, tous les autres pays d'Asie aussi. Et alors si on regarde non plus en termes de poids du crédit, mais en termes de profit, eh bien vous voyez que Singapour représente à peu près 1200 millions de dollars, enfin 1,2 milliard de dollars, l'ASEAN 465, l'Asie du Nord, c'est-à-dire la Chine 153, et le reste du monde 232. Donc ça veut dire que les contributions hors de Singapour représentent 41% du bénéfice opérationnel cœur, voilà, de United Overseas Bank. Donc ça permet de jouer pas que Singapour. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et si on regarde en termes de secteur d'activité, c'est assez bien diversifié. Vous avez par exemple le transport 4%, manufacturing 7%, commerce 11%, tout ce qui est les professionnels, les professions libérales 9%. Building, c'est une construction, c'est-à-dire le BTP 27 et le crédit à l'habitat 24. Voilà. Alors évidemment, c'est des pays, comme à Hong Kong, où le crédit hypothécaire est dominant. Donc là, c'est intéressant de se voir, c'est que le crédit hypothécaire n'est pas dominant, 24%, mais c'est vrai qu'il y a aussi une large part construction. Et donc, si on rejoint les deux, on a tout de même 50% liés au bâtiment, enfin au bâtiment et à l'immobilier. Et pour ça, on vous met un graphique, voilà, qui est intéressant, qui est parce qu'on se dit toujours, c'est une région où il peut y avoir des bulles. Et quand la bulle éclate comme en Chine, ben, ça fait mal, voilà. Et donc, il ne faut pas être trop engagé. Donc, d'une part, c'est vrai que c'est 50% pour cette banque, mais c'est 50% immobilier, 50% construction. Donc c'est moins exposé aux bulles. Et puis d'autre part, si on regarde un graphique toujours du United Overseas Bank, combien vaut l'immobilier à Singapour? Eh bien l'immobilier à Singapour, il vaut, nous dit la banque, 6,4 fois le revenu moyen par habitant. Voilà. Et si on compare à San Francisco, on est à 10,7, Vancouver on est à 12, Sydney on est à 13, Hong Kong on est quasiment à 19. Voilà, donc en fait, ce que nous dit UEB, c'est qu'il n'y a pas de bulle pour l'instant à Singapour, même si l'immobilier est cher en valeur absolue, mais oui, mais les revenus sont très très élevés. Voilà. Donc c'est toujours très intéressant de prendre cet indice. Et enfin, ce qu'on aime beaucoup, c'est si on regarde quels sont les clients. Eh bien, vous voyez, les PME, c'est 13% des clients. Les individuels, c'est surtout eux qui font les crédits hypothécaires, c'est 34%. Mais surtout les large corporates and institutions, c'est-à-dire les grandes sociétés, voilà, c'est 53%, et les grandes sociétés sont plus solides que les PME. Donc 53%, c'est très important. Vous voyez, c'est un élément de plus de solidité qui se rajoute à la diversité géographique, à la diversité sectorielle et au très bon ratio de bilanciel qu'on a regardé. Alors si on regarde l'évolution du bénéfice net du United Overseas Bank depuis 1965, intéressant de regarder depuis les nuits des temps, eh bien vous voyez que ça progresse tout le temps, puis il y a cette espèce d'accélération dans les années 80 avec l'envol de l'Asie du Sud-Est.
Et les creux, il y en a au moment de la crise asiatique, 1997-1999, que vous voyez là. Il y en a un deuxième avec la crise de 2008, et puis il y en a un troisième grand avec la crise du Covid. Mais à chaque fois, la société reste bénéficiaire, ça c'est très important, il n'y a pas de perte. À chaque fois, la société, même dans les pires conditions, reste bénéficiaire. Et donc, on ne peut pas avoir zéro houle quand on prend un bateau pour traverser l'Atlantique. Forcément, même s'il est insubmersible, il y a un peu de mouvement, mais il n'y a de mouvement que quand il y a des crises très graves. Et sinon, on a cette magnifique manteau haussière. Donc tout ça est très favorable. Alors, quand on fait un investissement étranger, il faut toujours regarder la devise. Alors, on vous a mis le graphique du Singapour dollar contre l'euro, et vous voyez qu'on est sur une légère pente haussière, enfin très légère. Voilà. Et on a bien consolidé depuis maintenant à peu près un an, donc c'est pas un handicap. Et cette pente haussière est pas forcément durable. Alors ça, on va mettre un petit point, c'est que vous voyez, si vous regardez le Singapour dollar contre l'US dollar, et vous savez que pour les US, c'est l'US dollar qui compte. Eh bien, le Singapour dollar, contrairement à l'euro, a une pente plutôt baissière. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer que si le dollar baisse contre l'euro, Singapour dollar suit peut-être pas au même rythme, puisqu'il y a eu une pente baissière depuis maintenant 10 ans, mais disons un peu, et que donc, voilà, l'un de l'autre, en prenant ces deux graphiques, on pense qu'on peut tabler sur une relative stabilité de la monnaie singapourienne par rapport à la monnaie européenne. Et donc, si on regarde maintenant les ratios boursiers, ça c'est très bien. Voilà. Si on prend le consensus analyste, on a à un peu plus de 8 fois les bénéfices attendus cette année. C'est pas cher. Et surtout, il y a 6% de rendement. Il y a un très gros rendement. Et surtout, à Singapour, il n'y a pas de prélèvement à la source sur le dividende, contrairement à la plupart des pays. Donc, vous allez toucher ça comme si c'était une société française. Voilà. Donc, nous, on aime beaucoup ça. On a une très belle banque sur laquelle on a un bon rendement et sur laquelle on a une perspective de croissance, voilà, raisonnablement solide. Et donc, si vous voulez, c'est bien, parce que ça vous permet de diversifier géographiquement en allant dans la zone la plus dynamique du monde, au sein de cette zone, dans le pays le plus sûr, en achetant quasiment ce qu'il y a de mieux dans ce pays. Vous avez 6% de rendement, ce rendement va croître année après année, et puis à ce rendement de 6%, qui sera peut-être, je sais pas, 6,3 l'année d'après, 6,5% l'année suivante, vous allez rajouter tout de même un peu de progression du cours de l'action. Alors même si vous progressez, l'action progresse que de 4 ou 5%, si vous mettez 6, un peu plus de 6 et un peu plus de 4, vous allez avoir entre 10 et 12% de rentabilité. Alors évidemment, c'est pas, vous allez vous dire, c'est pas le coup du siècle. Oui, c'est vrai. Mais finalement, si on regarde les investissements, il y a quelques investissements qui sont exceptionnels. Mais finalement, la plupart du temps, le meilleur jeu, c'est de chercher à faire des investissements entre 10 et 15%. Voilà, des investissements de bon élève, quoi. Voilà, un dossier sur lequel, à la fois très sûr et très rentable, sur lequel vous allez à la fois avoir du rendement, de la progression du capital, pas beaucoup de houle, pas beaucoup de volatilité, beaucoup de probabilité, et qui va diversifier votre portefeuille. C'est un investissement de très bon père de famille, c'est un investissement de bon élève. Donc nous vous le recommandons chez Hibou. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Hibou.